Le rite de passage. Alors c'est un événement auquel j'ai participé le week-end dernier en Géorgie aux États-Unis. C'est organisé par Chad Wright, qui est un ancien Navy SEAL et ultra runner. Il a une communauté assez importante sur YouTube qui s'appelle 3 of 7 Project. Et le but de sa communauté, c'est d'inviter les gens à s'entraîner avec lui. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais le but, c'est d'entraîner les gens qui soient en forme physiquement, pas en forme physiquement, d'essayer d'entraîner une population générale. Ce challenge, il est assez simple, ça consiste à marcher à travers les montagnes de Géorgie, donc il y a du dénivelé, pendant 24 heures et être en mouvement continu, donc de jamais s'asseoir, de jamais se reposer, continuer de s'alimenter et de s'hydrater, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et le but, c'est de marcher en fonctionnant en équipe, avec une équipe divisée en 2 squads avec un team leader pour chaque squad. Ça, c'est le basique de ce qu'on doit faire. Et le but des organisateurs, il est un peu double, parce que c'est à la fois de nous amener jusqu'au bout de la marche, mais en même temps en essayant de nous challenger et de nous pousser à abandonner. Puisque c'est ça qui est dur dans ce genre de challenge, c'est d'arriver au bout de la marche. Un autre point important, c'est qu'on n'a pas de notion du temps. Pas de téléphone, pas de montre. On n'a aucune idée de l'heure qu'il est. On n'a aucune idée de combien de kilomètres on a parcouru, combien on a fait de pas. On n'a aucune idée de tout ça. Et ça, c'est quand même un point crucial. Quand on ne sait pas où on en est dans l'événement, ça peut compliquer les choses, surtout pour ceux qui sont un peu à la limite physiquement ou qui mentalement sont potentiellement prêts à abandonner. C'est un effort qui est pas forcément très intense parce que on n'a pas de rythme imposé. Le rythme, il est en général calqué sur les plus lents, les plus âgés. Donc on les met devant pour que le rythme ne soit pas trop soutenu. Mais le fait que ce soit sur une extrêmement longue durée et qu'on n'ait pas le droit de se poser pour se reposer ou de s'arrêter à n'importe quel moment, ça complique énormément les choses et c'est là la difficulté du challenge. Les consignes qui sont données, elles sont relativement simples. On doit avoir une liste de matériel sur nous, donc dans un sac à dos. Il faut être le plus léger possible, donc avoir un sac qui est pas trop chargé. Il faut s'hydrater d'environ 3 litres d'eau d'un point de ravitaillement à l'autre et manger environ 300 calories par heure. À chaque point de ravitaillement, on peut faire le plein de nourriture et d'eau et on continue à avancer. C'est aussi simple que ça. Là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut se tenir à ce plan-là. Parce qu'au moindre écart, ça peut vite devenir problématique. Je te raconterai après. Donc je vais te raconter un peu comment s'est passé l'événement pour moi. Ça a été une semaine un peu difficile la semaine d'avant parce que je suis tombé malade le lundi. En plus, tout le monde après a été malade. Mes gamins, il y a juste ma femme qui a un peu échappé. Mais en gros, du lundi jusqu'au week-end, j'étais malade. Donc j'ai démarré cet événement déjà en étant malade. Le jour de l'événement, il faut se rendre la veille sur place. Et on fait connaissance avec les autres membres de l'équipe et on doit s'organiser puisqu'on doit désigner entre nous un team leader pour chaque squad. Et ensuite, on dort sur place. Donc, certains ont pris des tentes. Moi, j'ai enlevé les sièges de la voiture dans le Land Cruiser pour pouvoir dormir dedans. J'avais mis un matelas, j'avais un sac de couchage. Mais la réalité, c'est que j'ai pas très bien dormi la nuit d'avant. Déjà, je pense qu'il y avait l'excitation de l'événement. En plus de ça, j'étais malade. J'ai dû complètement refaire mon sac parce que j'ai vu que ce que j'avais était complètement inutile. Enfin, il y avait des choses qui étaient utiles, d'autres moins. Donc j'ai refait un sac beaucoup plus léger. Et en plus, j'avais un sac qui était pas à moi. J'ai dû prendre celui de ma fille parce que c'était le seul sac qui était plus ou moins adapté niveau capacité par rapport à ce que j'ai moi. Donc le début a pas été évident parce que j'ai déjà peu ou pas dormi la veille. Toute la semaine d'avant, j'étais malade. Et en plus de ça, on connaît pas l'heure exacte du début de l'événement. On a une tranche horaire pendant laquelle l'événement peut démarrer, mais on ne sait pas exactement quand. Donc forcément, tout le monde s'est levé au début de la tranche horaire pour être prêt le moment venu. Et je peux dire que c'était très tôt dans la nuit. Ensuite, quand ça a démarré, on est emmené au point de départ. Et là, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ça commence, il y a des dénivelés. Et on sait qu'on est parti pour marcher comme ça pendant 24 heures. Alors 24 heures, ça a pas l'air dur dit comme ça parce que c'est que de la marche, mais avec un sac sur le dos et le fait de ne jamais s'arrêter, de jamais s'asseoir,
de toujours être en mouvement, ça change vraiment la donne. Je pense que le but de ce challenge, c'est de reproduire ce qu'on peut ressentir quand on fait une course longue distance, mais pour des personnes qui n'ont peut-être pas la capacité de courir sur une longue distance, parce que la course à pied, ça taxe quand même beaucoup plus le système musculaire et articulaire, mais de pouvoir ressentir ce qui se passe dans le corps quand on fait un effort aussi intense et d'aussi longue durée. Et ça m'a l'air assez juste parce que l'état dans lequel j'ai été après avoir fini la course, c'était vraiment pas rien du tout. J'étais en miettes. J'ai assez bien récupéré par la suite, mais sur le moment, le jour même, quand je suis rentré, en plus avec le manque de sommeil, j'étais réellement en miettes. Maintenant, je vais t'énumérer les points que je retiens de ce week-end et ce qui m'a vraiment permis de progresser et ce qui va m'aider à progresser par la suite. Déjà, afin que tu te rendes un peu compte concernant le parcours, c'est vraiment à travers les bois. On a croisé très très peu d'habitations, donc on ne sait pas vraiment où on est. En plus, il y avait du brouillard. Il a fait nuit une bonne partie des 24 heures puisqu'on est en hiver. Donc tout ça, c'était forcément plus difficile que si on le fait en été. L'autre point, c'est que en dehors des stations de ravitaillement, il n'y a pas vraiment d'endroit pour abandonner. Si tout d'un coup t'en peux plus, si tout d'un coup tu décides d'abandonner parce que t'en peux réellement plus, tu vas pas être évacué en voiture ou tu vas pas être évacué d'une façon autre. Tu vas être quand même obligé de marcher jusqu'à la prochaine station de ravitaillement puisque entre ça, il n'y a rien du tout. Revenir en arrière ou continuer d'avancer, c'est les deux seuls choix que tu as. Donc ça, déjà, c'est assez dur. La première chose à faire, c'est d'être dans l'idée que jamais de la vie, tu vas abandonner. Du moins, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Dans ma tête, c'était exclu que j'abandonne. Même si je me pète une jambe, même s'il m'arrive vraiment quelque chose de grave, j'aurais pas abandonné. Il y a que comme ça que tu peux arriver au bout de ce genre d'événement. Le premier point que je retiens et qui est vraiment crucial, et là où je suis vraiment pas bon, c'est le travail en équipe. Et dans ce genre de challenge, c'est impossible de s'en sortir si on ne travaille pas un minimum en équipe. Déjà parce que la team doit toujours être en mouvement et il faut qu'on s'organise entre nous parce que forcément, on a tous besoin à un moment de pisser ou même de faire la plus grosse commission. Et il faut pour ça qu'on perde le moins de temps possible et qu'une partie de la team reste en mouvement. Donc, on doit s'organiser à ce niveau-là. Et pour ça, il faut travailler en équipe. Et c'est ça qui est le plus difficile parce qu'on se retrouve avec des gens qu'on connaît pas. On doit apprendre à composer avec ce qu'on a. On a un team leader dans chaque squad et on doit apprendre à composer avec tous ces éléments-là. Et on doit s'adapter super rapidement parce que on a le temps de faire connaissance, mais on n'aura pas le temps de découvrir toutes les subtilités qui font que tel un tel se comporte comme ça, que l'autre se comporte autrement. Il faut qu'on agisse rapidement pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est la chose principale que je retiens, c'est le travail d'équipe. C'est quelque chose que j'ai appris à améliorer pendant ces 24 heures. Et je pense que ça me servira par la suite, toutes les astuces que j'ai apprises à mettre en place pendant ces 24 heures. Le deuxième point crucial, c'est de respecter rigoureusement le plan et d'exécuter machinalement le plan sans se poser de questions. La consigne qu'on a eue, elle était simple. Au niveau de l'hydratation, s'hydrater environ 3 litres d'eau d'un point de ravitaillement à l'autre et manger environ 300 calories. Ça a l'air simple comme ça, mais quand on est dans ce genre de conditions, qu'en plus de ça, il y a du brouillard, il fait pas très chaud, on n'a pas l'impression de transpirer beaucoup, on n'a pas spécialement faim ou soif parce qu'en plus on est en train de faire un effort qui est assez difficile et des fois on n'a plus faim. Et malgré ça, il faut continuer à se forcer, à s'alimenter pour avoir ces 300 calories par heure. En plus de ça, on n'a pas de montre, donc on ne sait pas à peu près ce que représente une heure. On a une idée, mais c'est aléatoire. Et les 3 litres d'eau, ils doivent tenir d'un point de ravitaillement à l'autre sans qu'on sache réellement quelle est la durée, quel est le temps qu'on doit marcher jusqu'à l'autre point. Donc c'est tout un tas de paramètres qui sont difficiles à gérer et il faut faire avec. On est tous dans la même situation et on doit avancer de cette façon-là et il faut se tenir au plan. La seule fois où j'ai fait une espèce d'écart, j'ai commencé à être vraiment très mal parce que on ingurgite principalement des carbohydrates et des graisses. Les protéines sont un peu mises de côté dans ce genre d'événement parce que c'est pas le carburant principal pour ce genre d'effort. Et
Ça m'a appris beaucoup de choses aussi de discuter avec des gens qui sont justement dans les courses longue distance depuis un moment. De la façon dont ils fonctionnent, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire en musculation, en jiu-jitsu. C'est complètement un effort différent. Et la source d'approvisionnement au niveau nutritionnel est complètement différent aussi. Donc c'est quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude. C'est dur pour moi en plus de me forcer à manger des choses uniquement sucrées. Je préfère quand même le salé. Donc il y a des moments où j'avais pas vraiment faim et j'ai dû me forcer à manger parce que je me suis senti extrêmement mal. J'avais des nausées, je me sentais pas bien et c'est simplement parce que j'étais plus assez hydraté et que j'avais plus assez de calories. En plus de ça, il faut mixer l'eau avec des solutions électrolytes parce que sinon que de l'eau, on se retrouve à un moment donné à plus absorber vraiment l'eau et ça devient problématique. On doit aussi contrôler comment sont les urines, ça nous donne des indications. Déjà, est-ce qu'on pisse pas? En général, si on pisse pas, c'est mauvais signe. Et comment est la couleur de l'urine, ça pèse aussi dans la balance. Donc c'est tout des paramètres qu'il faut ressentir, apprendre à connaître presque sur le moment. Et on peut pas le faire de façon aléatoire comme je l'ai déjà fait dans des marches où c'est un peu plus relax. J'ai déjà fait des marches sur plusieurs jours avec sac à dos où on marche pendant peut-être 25-30 km. Après, on s'arrête le soir, on se repose, on se réhydrate. On peut s'arrêter aussi, faire une petite pause quand on a besoin. On s'arrête à midi pour manger, on s'arrête peut-être une demi-heure, une heure. C'est beaucoup plus tranquille. Là, c'est vraiment tout le temps, on avance, on avance, on avance. Et quand il y a le ravitaillement, c'est pas un ravitaillement où on se repose, on reste tranquille. C'est un ravitaillement chronométré où on vous dit vous avez tant de temps pour recharger l'eau, la nourriture et ensuite on repart. Donc c'est complètement une autre dynamique. Le rythme, la cadence de marche est moins soutenue que si on faisait par exemple une marche où on veut rallier un point très rapidement à un autre. Mais le rythme au niveau des pauses, là, c'est diamétralement opposé. C'est vraiment tout le temps en mouvement, on s'assied jamais, on se pose jamais. Donc il faut trouver des moments pour peut-être faire un squat profond pour détendre un peu les jambes ou se pencher en avant, faire quelque chose qui fait qu'on a un peu autre chose que la même posture tout le temps en train de marcher. C'est assez compliqué de ce côté-là. J'ai eu d'ailleurs un moment certaines petites douleurs, mais ça a passé assez vite et surtout j'ai eu aucune douleur après l'événement. Je me sens même mieux maintenant et j'ai même moins de douleurs qu'avant d'avoir commencé cet événement. Donc c'est assez incroyable les effets que ça peut avoir sur le corps. Un des derniers points que je retiens vraiment, c'est l'importance de se comporter comme si l'événement n'avait pas de fin. Parce que c'est ça qui peut nous pousser à abandonner ou nous saper le moral, c'est si on commence à regarder où on en est dans l'événement, déjà on n'a pas de montre, on ne sait pas vraiment où on en est, mais c'est vrai que quand on voit la nuit qui tombe, le soleil qui se couche, on sait qu'on est en hiver, on sait à peu près quelle heure il est et on sait que la nuit va être longue. Et les instructeurs en plus qui sont avec nous sont là pour nous pousser à finir la marche, mais ils ont aussi un double sens qui est de nous pousser à abandonner. Donc, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement, mais c'est aussi dur mentalement. Et si on part pas du principe que l'événement n'a pas de fin, je pense qu'on n'arrive pas au bout. Et je pense que les personnes qui ont abandonné, c'est principalement ça, parce que elles étaient en mode survie, et puis elles se disaient toujours, dès que j'arrive là, à ce point-là, peut-être ça va être la fin, ou là ça va être comme ça, mais ça c'est perdu d'avance. Il faut partir de l'idée que l'événement n'a pas de fin, et je pense que c'est pareil dans la vie en général, et c'est ça la leçon que je retiens de cet événement. Par exemple, les gens qui commencent un programme de nutrition, qui veulent faire une transformation, qui veulent changer leur vie ou autre, ils mettent en place des actions, mais s'ils partent du principe que c'est des actions temporaires et qu'ensuite ils vont revenir à une vie où ils font pas attention à ces détails, comme dans la nutrition par exemple, ça fait toujours des régimes yo-yo, les gens prennent du poids, reperdent du poids, reprennent du poids, et ils n'arrivent pas au résultat qu'ils veulent, le résultat final, parce que le rythme n'est pas soutenable. Et ils voient pas ça comme un effort longue durée où on doit faire ça toute sa vie, jusqu'à qu'on meure. C'est ça que je retiens, c'est que dans tout ce qu'on fait, en gros, il faut se comporter comme si on le faisait sans attendre de fin, sans penser qu'il y a une fin.
Si on commence à bien se comporter au niveau nutritionnel, on a le droit de faire des écarts, bien sûr, mais on doit toujours avoir une ligne qui nous guide pour tenir sur la distance. Si on fait ça que 6 mois, comme les gens qui arrêtent l'alcool, par exemple, pendant 6 mois, puis après ils reprennent 2 fois plus, et ils vont 2 fois plus fort, c'est tous ces efforts perdus. Donc c'est exactement ça qu'on peut retenir dans ce genre de challenge. Et moi, ça fait partie des 3 points les plus importants que je retiens. C'est le travail en équipe, l'esprit d'équipe. Là où je suis pas extrêmement bon et là où je vais certainement progresser suite à ça. Le fait de se tenir au plan, de toujours appliquer le plan strictement. On peut corriger quand on voit des choses qui vont pas dans le plan, mais le plan général, s'il est bon, il faut s'y tenir. Quand j'ai commencé à me sentir mal, à un moment parce que j'étais plus assez hydraté ou que j'avais pas assez mangé, j'ai dû me forcer à manger alors que j'en avais pas envie. J'ai dû me forcer à m'hydrater, reprendre des électrolytes pour pouvoir continuer et immédiatement je me suis senti mieux. Je m'étais simplement écarté du plan initial et ça a failli aussi me coûter l'issue de cet événement. Donc se tenir au plan, c'est la chose la plus importante. Et troisièmement, ce que j'ai dit avant, c'est se comporter comme s'il n'y avait pas de fin. Quand on commence quelque chose, il faut faire en sorte qu'on n'est pas tout le temps en train de regarder sa montre, quand est-ce que ça va finir, est-ce que c'est encore long, qu'on ait envie de le faire ou qu'on n'ait pas envie de le faire. Si on estime que c'est quelque chose qu'on doit faire, il faut le faire comme s'il n'y avait pas de fin. C'est les 3 choses que je retiens principalement de cet événement. Enfin, dernièrement, cet événement, ça m'a permis de réaliser qu'il fallait absolument que je fasse des choses comme ça 1 à 2 fois dans l'année, simplement parce que il faut que je me retrouve avec des gens, soit qui sont au-dessus de moi, soit qui me permettent d'apprendre quelque chose, où je vais avancer et progresser. Si on est tout le temps avec des gens moins bons, plus faibles, à mon avis, il n'y a jamais de progression personnelle. Donc il faut que je me mette dans des situations comme ça pour progresser personnellement. C'est comme quand on est au jiu-jitsu, par exemple, on peut partager des expériences quand on combat avec des ceintures moins gradées. Des fois, il y a même des ceintures moins gradées qui vont nous apprendre énormément. Mais à un moment donné, il faut se confronter avec des gens qui nous mettent la misère, qui sont plus forts que nous, physiquement, techniquement. Et c'est comme ça qu'on progresse. Si on se met toujours avec les mêmes personnes parce que on n'a pas envie de trop se faire latter, et puis que on reste un peu dans cette zone confortable parce qu'on écrase un peu les gens avec qui on combat, on progresse jamais. Et là, c'est la même chose. J'avais besoin de me mettre dans une situation où c'est inconfortable pour moi et où je sens que j'ai eu un progrès après ça. Là, depuis que j'ai fini cet événement, bon, bien sûr, j'étais cassé, je pouvais plus marcher le jour où j'ai terminé. Le lendemain, c'était compliqué aussi. Mais depuis que j'ai terminé cet événement, j'ai plein de douleurs qui se sont envolées. Je me sens beaucoup mieux, je me sens plus fort. En plus de ça, j'étais malade avant, donc le contraste, il est quand même énorme. Mais je sens réellement que j'ai progressé sur bien des points. Donc ça fait partie des choses que je vais mettre en place pour moi-même. Me fixer régulièrement des challenges de ce genre, que ce soit avec d'autres personnes ou tout seul. Mais je vais fixer des choses comme ça 1 à 2 fois dans l'année pour progresser personnellement sur bien des points. Voilà, je te laisse noter dans les commentaires si toi aussi tu as déjà participé à ce genre d'événement. Ça m'intéresse surtout de savoir ce que ça t'a apporté sur tous les plans, physique, mental ou autre. Et on se voit dans la prochaine vidéo.